Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Jean Brilman, Réconcilier démocratie et gestion, 2012. André Prone et Maurice Richaud, Pour sortir du capitalisme. Éco-partage ou communisme, 2012. Christophe Dupeyrat, Pourquoi avoir fait de Mayotte le 101e département français, 2012. Jean-Michel Vincent, L'invention de la maîtrise d'œuvre urbaine. De la ville nouvelle aux ateliers, 2012. Simon Dolan, Martine Guidoni, Succès et valeurs. Les valeurs pour un mieux-être professionnel et personnel, 2012. François-Gabriel Roussel, Les mondes virtuels. Panorama et perspectives, 2012. Rémi Raher, La signature en politique. Entre attributs du pouvoir et contraintes matérielles, 2012. Henri Malosse et Laure Limousin, La construction européenne. Histoire et avenir d'une Europe des peuples, 2012. Rémi Guillet, Proposition pour une économie équitable, 2012. Thorsten Botzbornstein, La Chine contre l'Amérique. Culture sans civilisation contre civilisation sans culture, 2012. Mireille Giraud, Être et vivre seul, Le harcèlement quotidien, 2012. Patrick Pillon, Dire, La faim par le marché, aspect sénégalais de la mondialisation, 2012. Kilian Stengel, Une cantine peut-elle être pédagogique ? La place de la transmission dans la restauration scolaire, 2012. Plaidoyer pour accéder à l'autre rive. Préface de Michel Rocard. L'Harmattan. La région a 30 ans. Préface de Michel Rocard. 2012, La région a 30 ans. C'est une durée suffisante pour poser la question de savoir si la dernière née de nos collectivités territoriales, la région créée en 1982, a trouvé sa place dans le système institutionnel français et répondu aux attentes de ses créateurs. À l'évidence, sa notoriété et la profondeur de son adoption par les citoyens n'ont pas atteint le niveau qu'elles ont dans les cas de la commune et du département. La commune, qui le plus souvent est l'héritière de l'ancienne paroisse, voit son origine remonter à la nuit des temps. Son image est si forte que même celles qui furent créées voici moins d'un siècle par suite de changements dans la géographie de l'habitat, n'ont eu aucun mal à la revendiquer, l'adopter et s'y couler. Même récente, la commune est dans toute la France la maison du peuple la plus proche et joue un rôle majeur dans la vie quotidienne. Le statut des maires cependant a beaucoup varié. Ils furent parfois élus, souvent nommés, Ancien Régime, Deuxième Empire. Ils ne sont tous élus de la même façon sauf celui de Paris que depuis 1882. Le département fut une création volontaire de l'État central, en 1790, voici 222 ans. Il doit y en avoir aujourd'hui 101 avec le dernier créé, celui de Mayotte. À l'époque, la raison principale de sa création fut de briser l'homogénéité, et par là l'identité des provinces de l'Ancien Régime, suspectes de rester capables de s'opposer à l'État républicain tout nouveau. Le morcellement s'imposait. Après avoir rejeté un projet de découpage en damier, purement géométrique, l'Assemblée constituante adopta un processus d'enquête administrative sur les relations des habitants sur le territoire, et adopta le principe que le département devait regrouper toutes les communes d'où il était possible de faire à cheval l'aller et retour au chef-lieu dans la journée. C'était intelligent, et cela revenait à adopter sans le dire un principe d'aménagement du territoire. Il était bien adapté à l'époque. Ce fut un triomphe. Le département a très vite pris toute sa place dans la vie publique. L'intention n'était que modérément démocratique. Dès l'origine, le département fut doté d'un exécutif nommé par l'État, et assez vite ensuite incarné par le préfet. Ce n'est qu'en 1982 qu'une loi de décentralisation permit au département de confier au président de son conseil, le Conseil général, la charge d'exécuter ses décisions,
le préfet restant simplement le chef des services de l'État dans le département. Mais beaucoup plus que le rôle du préfet, c'est le morcellement qui fut un important élément de centralisation. Quelques très grandes régions, Normandie, Bourgogne, Dauphiné, Languedoc, avaient sous l'Ancien Régime un tant soit peu résisté à l'État central. Avec 90 départements dans la métropole, auxquels se sont ajoutés ensuite ceux d'outre-mer et ceux de l'agglomération parisienne, il était clair qu'aucun ne serait assez puissant pour échapper à l'emprise de l'État central. La France s'est donc finalement donné assez tôt les moyens administratifs de pratiquer un centralisme d'État tout à fait vigoureux. Il est peu contestable que cette centralisation excessive n'a guère entravé, si même elle n'a pas aidé, le confortement de la conscience nationale. Repérable déjà autour de Philippe Auguste au temps de Bouvines, cette fierté nationale se renforce sous Henri IV, puis éclate littéralement à Valmy et s'intensifie sous Napoléon. C'est finalement la politique scolaire de la Troisième République qui impose la langue française sur tout le territoire, alors qu'au XIXe siècle seuls 20% des citoyens résidant sur le territoire parlaient notre langue, les 80% restants parlaient des langues locales, breton, basque alsacien, corse et occitan, le flamand longtemps parlé à Lille avait disparu le premier et les autres des patois. L'instrument dominant de ce centralisme fut pendant des siècles le contrôle complet des pouvoirs locaux. Maires très longtemps nommés, élus seulement, on l'a vu depuis 1882, les départements voyant leur exécutif confié aux représentants du pouvoir central, le préfet. Mais déjà nos derniers rois, et surtout Louis XIV, rendus méfiants à l'endroit des aristocraties locales et régionales par l'abominable souvenir de la fronde survenue pendant son enfance en réaction à l'extrême centralisme de Richelieu sous Louis XIII, avaient entrepris de subtiliser le pouvoir régional de leurs grands féodaux en créant les intendants du roi dans les régions. La tradition est forte. À peine la royauté abolie par la Convention en 1792, cette dernière recrée des autorités régionales très fortes, les conventionnels en mission. Dans une pareille ambiance, Napoléon n'a aucune difficulté à reprendre la tradition et à rebaptiser préfets les intendants du roi ou conventionnels en mission. La géographie particulière de la France a puissamment aggravé les conséquences de cette centralisation administrative née pour des raisons purement politiques, et cela de trois manières. La première tient aux conditions techniques qui ont permis de sortir de l'autosuffisance rurale locale, héritée des villas gallo-romaines et dans laquelle ont vécu pendant près d'un millénaire les habitants de notre hexagone. On est sorti de là par le commerce. Mais partout en Europe autour de nous, dès qu'il sort de la proximité immédiate, le commerce se fait par la voie d'eau, maritime, Gênes, Venise, l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas ou fluviale, Flandre, Pays-Bas de nouveau, ligue hanséatique, plaine allemande. Or la France n'a que très peu de voies d'eau, et la localisation de sa capitale appelle plus qu'ailleurs un important commerce par voie de terre. Or pour la voie d'eau, l'infrastructure est limitée, des bateaux, un quai au départ, un quai à l'arrivée. Pour la voie de terre il faut tracer et paver d'innombrables routes, ce qui est hors de prix. C'est Philippe le Bel qui en 1312 si je me souviens bien, donna au trésorier de France ordre de prendre en charge les voies et chemins créant par là le corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Ainsi sont nés en même temps un grand corps de l'État et une habitude, celle selon laquelle les infrastructures principales du pays sont effectuées par l'État dans un souci d'interconnexion commerciale quel qu'en soit le coût. Facteur aggravant, en mer il y a très peu de bandits et de pirates. La piraterie internationale basée à Alger ne fut dangereuse qu'une trentaine d'années pendant tout le deuxième millénaire. Sur terre en revanche le banditisme est général et constant. Il est nécessaire de développer une énorme police. La France garde de cette contrainte, qu'elle est seule à connaître à ce point, l'habitude d'avoir depuis quelques siècles beaucoup plus de policiers pour 10 000 habitants que n'importe quel autre pays d'Europe. C'est même resté vrai pendant la trentaine d'années où l'Espagne fut franquiste. Et naturellement cette police est d'État, partout ailleurs elle peut être d'abord municipale. Elle est née et est restée municipale dans tous les pays à fort commerce maritime. C'est un facteur centralisateur de plus. La deuxième tient à la géographie du sous-sol. La France passe pour un pays richement doté par la nature. Ce fut longtemps ce qu'on apprenait aux enfants des écoles primaires. En fait, ce n'est vrai que de la grande fertilité des terres agricoles.
S'agissant des ressources minérales, en revanche, la France possède quelques gisements de fer et quelques-uns de charbon. Mais dans les deux cas, les gisements sont de volume limité et de faible qualité. Le charbon, par exemple, y est très sulfureux. Fer et charbon ont constitué au XIXe siècle les éléments nécessaires du décollage industriel. Mais si l'Allemagne, l'Angleterre, le Luxembourg et même la Belgique wallonne ont découvert du premier coup les gisements sur lesquels allait se fonder leur essor économique, ce ne fut pas le cas en France. Dans notre pays, seul dans ce cas en Europe, l'histoire minière a cette particularité d'avoir été migratoire. Nous avons commencé par trouver notre fer dans l'ouest, Normandie, pour finir dans l'est, Lorraine, et pour le charbon nous avons commencé dans le sud, Gard et Cévennes, pour finir dans le nord, gisement du Nord-Pas-de-Calais. Ce rappel rend compte de ce que les limites de ces ressources ne permirent pas à leurs entreprises propriétaires de créer de véritables puissances économiques et financières permanentes. Cette histoire implique en fait 3 générations de faillites. De ce fait, notre capitalisme est fait d'entreprises moins fortes que leurs plus gros concurrents, et qui ont besoin de l'aide de l'État chaque fois qu'elles souhaitent s'engager dans une aventure industrielle nouvelle. Les décisions remontent donc à Paris, et c'est encore un facteur de centralisation. La troisième est encore plus évidente. Le territoire français est le plus vaste de toute l'Europe. Il est peu densément peuplé et comporte un immense massif montagneux presque en son centre. Lorsque fut venu l'âge du chemin de fer, il fut très difficile de contourner ce massif, et presque impossible de relier entre elles les différentes parties du territoire de manière profitable. Du coup, l'histoire de nos chemins de fer est aussi celle d'une succession de faillites, et chaque fois il a fallu, car la continuité du fonctionnement était nécessaire, que l'État remette de l'argent au pot. Tout cela s'est terminé en 1936 par une nationalisation générale, ne correspondant à aucun programme annoncé, mais répondant à la faillite globale des réseaux. Déjà au début du siècle, lors de la crise financière précédente, l'État avait accepté de contribuer à la sortie de la crise de l'époque, mais à la condition de décider du tracé des lignes. C'est ainsi que dans la partie nord du pays, l'objectif de transporter le fer de Lorraine vers le charbon du Nord, ou l'inverse, pour que se crée une industrie sidérurgique, disparut, effacé par la priorité du gouvernement d'alors, qui était de relier toutes les sous-préfectures à Paris de manière à y transporter en moins de 24 heures une brigade de gendarmerie. Ainsi s'explique ce réseau à allure de pieuvre, tout entier centré sur Paris. Il eut notamment parmi ces multiples résultats que, lorsque des crises agraires répétées et croissantes provoquèrent le début de ce mouvement séculaire que l'on appelle l'exode rural, l'essentiel des migrants furent directement drainés vers Paris. Le réseau n'avait guère laissé émerger de destinations intermédiaires significatives. Bref, la malédiction centralisatrice était multifactorielle, et puissamment enracinée en France. Le résultat de cet état de choses, en 4 ou 5 siècles, et surtout avec forte accélération dans les 2 derniers, fut confondant. Il se lit d'abord dans l'armature urbaine. Paris et son immense agglomération dépassent 10 millions d'habitants, c'est-à-dire 10 fois plus que les premières villes suivant Paris par la taille. Les populations des agglomérations de Lyon et de Marseille sont de l'ordre du million, celle de Lille-Roubaix-Tourcoing en approche. Facteur 10, aucun autre pays d'Europe n'approche ce ratio. Partout ailleurs, Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne, le rapport des tailles entre la capitale et la première ville qui la suit dépasse rarement 3. Tout se passe comme si Paris avait étouffé la croissance de toute autre ville dans un rayon de 500 km, sauf celle qui était adossée à une frontière, Lille, Strasbourg, Nice ou à la mer, Marseille. La centralisation de toutes les fonctions urbaines a ainsi affaibli le dynamisme de presque tout notre territoire. La France a vécu son 19e et la première moitié de son 20e siècle dans l'inconscience absolue de la situation. Un peu de conscience régionale ne subsistait que chez ce qui restait d'aristocratie locale anti-républicaine, et chez les défenseurs des langues et patois régionaux menacés dans leur survie. Le coup de tonnerre qui va réveiller tout le monde est constitué par un livre, paru en 1947, Paris et le désert français, écrit par un géographe visionnaire Jean-François Gravier. Le livre fait scandale mais réussit à ouvrir un énorme débat, y compris parmi les élites parisiennes. L'analyse de la situation s'approfondit, le débat se nourrit et pénètre même l'administration, à défaut au moins au début du milieu politique. Comme il était logique,
c'est l'homme politique le plus hautement visionnaire de la période, Pierre Mendès France, qui pousse le plus loin la réflexion. Pendant son bref gouvernement de 7 mois et 17 jours en 1954, il ne va pas jusqu'à proposer la création d'une nouvelle collectivité territoriale. C'est prématuré pour le milieu politique de l'époque. Mais il insiste sur l'urgence de créer des accélérateurs de développement dans les terroirs. Ce sont les établissements publics régionaux. Et là se déroule, nous sommes en 1954, un débat essentiel dont nous payons encore les conséquences. La logique, celle de l'émergence d'outils de développement régional puissants, appuyés chacun sur une armature urbaine capable de le soutenir, en appelait une dizaine environ, ce qui aurait été très comparable à l'organisation territoriale de l'Espagne ou de l'Allemagne. Mais nos Jacobins prirent peur. On risquait d'affaiblir l'État central et par là la souveraineté. Nos départementalistes, puissamment renforcés par Michel Debré que l'on savait toujours représentant officieux du général de Gaulle, tempêtèrent beaucoup et gagnèrent. Le compromis aboutit à 22 établissements publics régionaux correspondant à des régions petites, dont beaucoup n'avaient même pas une capitale importante, Centre, Pays de Loire, Picardie. C'est ainsi que fut brisé l'ardent enthousiasme réformateur de Pierre Mendès France. En outre, purement administratif, donc technocratique, l'outil régional n'avait aucune possibilité de s'insérer dans les mécanismes de la démocratie politique française. Le bilan de ce dispositif fut donc assez faible. Et les observateurs de plus en plus nombreux et attentifs purent établir que les dégâts de l'excès de centralisme continuaient. La période des années 60 est celle où l'usure du gaullisme commence à se faire sentir de plus en plus gravement. D'innombrables mouvements civiques et des clubs émergent et se développent. Le plus ancien, le club Jean Moulin, né dès 1958, contribue à l'animation de tout un débat sur de nouvelles formes de démocratie. Ainsi se tiennent à Vichy en 1964 les Assises de la démocratie, dont la suite est assurée avec un engagement plus vigoureux par les Rencontres socialistes de Grenoble, dont la première rencontre fait un triomphe en 1963. Leur comité d'organisation, qui regroupait avec le PSU d'innombrables clubs ou mouvements civiques, décide pour tenir sa seconde rencontre de la consacrer au thème de l'organisation territoriale. Je fus chargé du rapport introductif que j'appelais brutalement « Décoloniser la province ». 6 conférences-débats eurent lieu en France, Lille, Marseille, Metz, Saint-Brieuc, Brive-la-Gaillarde-et-Lac, qui toutes furent des événements considérables. Toutes les organisations syndicales, paysannes, ouvrières et pétrolières, les jeunes chambres économiques, les journalistes régionaux, les milieux culturels défenseurs des langues et patois se joignirent au débat. Une explosion de conscience régionale se fit donc en 1966. Aucun parti politique, aucun dirigeant politique national de droite ou de gauche n'y participe. C'était même extraordinaire. Mais la presse nationale, elle, fut bien obligée d'ouvrir ses colonnes. Nos Jacobins n'étaient pas très inquiets. Il devait y avoir des élections législatives en 1967, et comme cela était autrement plus sérieux, on serait à cette occasion sans doute débarrassé de ce sujet dérangeant. Et c'est bien ce qui se passa. Aucun parti politique ne reprit le sujet à cette occasion. Encore un ratage. Mais la démocratie française s'enlisait, le pays se grippait et s'ennuyait. Puis 20 mai 1968. De cette étonnante période, on a surtout observé et retenu ce qui se passait et se disait à Paris. Mais dans toute la France, en province, on a principalement parlé de région et de régionalisation. Les préfets ne l'ont pas laissé oublier à l'autorité centrale. De Gaulle fut sans doute un lecteur attentif de leur rapport. Car quand il entreprit de restaurer son autorité autour d'une vision relativement nouvelle de l'avenir, il intégra la régionalisation, à laquelle dans la vie politique officielle personne d'autre ne pensait, dans les enjeux du référendum. Il perdit son référendum. Le thème devenait libre, et nos vieux partis solennels, SFIO et PC qui n'en voulaient pas et restaient jacobins, avaient tout de même compris qu'il y avait un fort enjeu électoral. Bizarrement, c'est donc dans le programme commun de la gauche, en 1972, qu'apparaît la première intention législative de créer une nouvelle collectivité territoriale, régionale celle-là. Pendant que toute la droite française, gaulliste ou pas, abandonnait ce thème dont elle pensait qu'il lui avait été néfaste.
Voilà comment les chefs profondément jacobins et restés départementalistes de la gauche française, François Mitterrand, Gaston Defferre et Georges Marchais se sont trouvés par mandat du suffrage universel, chargés de mettre en place des régions auxquelles ils ne croyaient pas. Le résultat de cette aventure au fond étrange est que c'est Gaston Defferre, un jacobin profond, départementaliste par toutes les fibres de son être, qui fit la réforme. Il eut au moins le courage et le talent d'écouter beaucoup, 3 mois de débats parlementaires, et d'accepter énormément d'amendements de l'opposition. Les 4 lois de décentralisation, car il ne s'agissait pas que des régions, furent ainsi votées par d'énormes majorités. La réforme est totalement légitime. Mais au lieu d'imaginer le nouveau fonctionnement territorial de la démocratie, Gaston Defferre eut quelque peu tendance à faire de ce débat un règlement de compte des élus avec les préfets. Le résultat comporte de grandes faiblesses et des incertitudes. On a gardé le découpage du temps de Mendès France, on a mis les régions avec les autres collectivités comme une pile d'assiettes, tout le monde peut un peu tout faire. Et surtout on n'a pas osé toucher à l'essentiel, les ressources, la fiscalité. La France expérimente donc une réforme bien imparfaite, ce que les vrais régionalistes ont compris dès l'origine. Une des faiblesses majeures du système découle de ce que si l'on a créé la région collectivité territoriale de plein exercice, dirigée par une assemblée élue, on ne lui a pas donné le corps électoral correspondant. L'élection des conseillers régionaux se fait toujours par département. Résultat, les membres des conseils régionaux sont toujours porteurs des intérêts de leur département d'origine, et par conséquent bien souvent de la peur de voir la ville chef-lieu de région devenir trop dominante et asphyxier par là les territoires qui relèvent de son administration. Ce détail s'ajoute à l'absence de vraies ressources propres pour entraver beaucoup l'action propre de l'autorité régionale. Je fus Premier ministre de François Mitterrand pendant 3 ans et 5 jours. J'ai tenté d'innombrables fois de lui arracher l'autorisation de préparer une loi modifiant le système et donnant à la région son électorat propre et des élus dont elle soit l'unique source de légitimité. Il n'a jamais accepté. J'avais même fini par trouver au groupe parlementaire socialiste une majorité convaincue de cette nécessité et prête malgré les refus répétitifs du président Mitterrand à procéder à cette réforme par initiative parlementaire. Le président de la République m'a demandé ma démission dans la dernière semaine où une telle réforme restait constitutionnellement possible avant l'élection régionale suivante. Voilà donc comment est né ce système boiteux. Pour que la description soit complète, il faut ajouter que parmi les compétences dévolues à la région nouvellement créée par le Parlement, en fait sur proposition du gouvernement, aucune n'était de l'ordre du fonctionnement, et toutes concernaient exclusivement l'investissement. C'était ne concéder à la région, pour se rallier la gratitude de ses administrés, que la possibilité de créer des équipements nouveaux et jamais celle de faire apprécier la qualité de ses services dans une activité courante. Malgré ce démarrage incertain, la région a survécu, s'est installée, s'est illustrée auprès de l'opinion par une prise en charge efficace et rénovatrice des lycées, par son intervention plus récente dans les transports ferroviaires régionaux. Les présidents de région sont maintenant repérés et connus de l'opinion. L'institution régionale est pleinement entrée dans le paysage politique français. Mais les difficultés et les contradictions qui ont accompagné sa naissance ne l'ont pas quittée. C'est de là que vient l'importance du gros travail entrepris par Alain Beneteau, Louis Mallet et Michel Cattelat. Le premier fut 12 ans vice-président d'une région, le second pendant 6 ans directeur général adjoint des services, et le troisième enseignant-chercheur en sociologie ayant la démocratie locale dans son champ d'investigation. Questionneur pertinent, Michel Cattelat arrive à extraire de ces 2 opérateurs expérimentés un résumé de leur expérience et une réflexion précise sur les situations qu'ils ont vécues. Il est, je crois, nécessaire que les nouvelles autorités politiques que la France vient de se donner, tant exécutives que législatives, prennent une connaissance approfondie de ce travail. La région est encore fragile et donc pas encore stabilisée. L'esquisse de réforme, aujourd'hui caduque, voulue par Nicolas Sarkozy, a laissé les régions inquiètes et tous leurs élus dans l'instabilité. Ce statu quo ne saurait durer. La région a besoin d'une consolidation politique et institutionnelle vigoureuse. La publication dans une pareille période d'une réflexion aussi ample et approfondie sur l'aventure de l'institution régionale en France tombe bien.
Tous les esprits décentralisateurs, tous les défenseurs de la démocratie locale trouveront bénéfice à découvrir les réflexions et les conclusions de ces opérateurs expérimentés. Michel Rocard. 4 juillet 2012. Chapitre 1. Pourquoi un plaidoyer ? La décentralisation du pouvoir politique de l'État vers les collectivités territoriales est une histoire qui a commencé en France il y a longtemps, mais dont une étape majeure a été franchie en 1982, avec les lois des fers et la création des régions. Depuis, plusieurs épisodes mineurs ont précisé, amplifié et quelquefois, réduit la portée de ce projet politique essentiel. On dispose aujourd'hui d'un recul de 30 ans depuis l'acte fondateur. Les évolutions économiques contemporaines, mondiales et européennes, montrent tous les jours l'importance du choix du bon niveau de gouvernance et de décision. L'Europe, les États, les régions, voire des entités plus réduites, exercent chacun des pouvoirs, et le citoyen est souvent perdu face à cette organisation complexe. L'empilement des structures et leur complexe articulation obscurcissent la vie démocratique, alors même que la revendication de nouvelles formes de participation des citoyens à la vie collective se fait jour un peu partout. La perspective des élections présidentielles de 2012 a relancé le débat sur le rôle de l'État, face à l'Europe d'un côté, face aux échelons décentralisés et singulièrement les régions, de l'autre. Droite et gauche ont à construire des projets sur ce sujet qui dépassent les clivages politiques classiques. Il est donc probable que les mois et les années qui viennent voient des avancées sur l'enjeu que représente une nouvelle étape de décentralisation. L'ouvrage proposé se présente comme une contribution au débat sur ce sujet. Il est construit sous la forme d'un dialogue, animé par un spécialiste des collectivités territoriales, entre deux acteurs pouvant faire état d'expérience et de responsabilités assumées dans ce domaine. L'un est venu aux responsabilités par une démarche militante et politique, l'autre à travers un cursus plus administratif et professionnel. Tous deux sont arrivés en collectivité territoriale après des carrières déjà longues et variées. Tous deux ont vécu ensemble l'aventure de la région avec énergie et enthousiasme, l'un durant 2 mandats comme vice-président de région, l'autre durant 6 ans comme directeur général adjoint des services. Cette double vision du responsable politique et du gestionnaire inspire des descriptions, des échanges, des critiques, quelquefois sévères apportées au fonctionnement de l'institution régionale, mais aussi des propositions de solutions et de nouvelles réformes. Cette plongée dans la vie concrète d'une région débouche aussi sur une approche critique du rôle des élus et de l'administration, ainsi que des formes de démocratie que les collectivités territoriales utilisent, promeuvent ou pervertissent. À travers la distance prise sur des expériences concrètes, ce qui se dessine est bien une nouvelle vision de l'institution régionale, plus forte, aux compétences redéfinies et élargies, à la gouvernance et à l'organisation repensée. Il n'est pas dans la prétention des auteurs d'apporter des réponses argumentées et décisives sur tous les sujets abordés, qui sont bien complexes. L'objectif est plutôt de synthétiser 2 expériences, 2 visions du fonctionnement d'un conseil régional. L'originalité est probablement que les 2 auteurs sont convaincus, à partir de points de départ différents, de la pertinence du niveau régional sur beaucoup de sujets de l'action publique, mais aussi de la nécessité de repenser les rôles respectifs des élus et des services administratifs dans la double perspective d'une démocratie plus effective et d'une plus grande efficacité. Se réorganiser pour mieux gouverner. Par Alain Beneteau. Aujourd'hui, après 4 mandats de conseiller régional partagés équitablement entre opposition et majorité puis 2 ans de recul, j'ai quitté le conseil régional de Midi-Pyrénées en mars 2010, le besoin d'un retour d'expérience se fait sentir. Écrire quelques lignes sur la décentralisation et la vie quotidienne au conseil régional de Midi-Pyrénées. Cette idée m'a occupé l'esprit à plusieurs reprises. La période me semble propice pour passer à l'acte. Quelle que soit notre situation, jeunes ou plus âgés, salariés ou sans emploi, exclus ou non de la société, nous sommes tous impactés et interrogés à des degrés divers par l'actualité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais une époque n'aura connu autant de bouleversements et d'incertitudes sur son avenir. En seulement quelques années, le monde est entré dans ce qui est abondamment commenté comme une crise, alors que nous sommes en réalité devant un changement profond et irréversible. Un nouveau monde émerge.
Jamais l'image du battement d'ailes d'un papillon entraînant un séisme aux antipodes n'a été aussi bien adaptée à notre situation, celle de nouvelles sociétés en gestation où les technologies de l'information et de la communication révolutionnent les unités de temps et de lieu. Face à cette globalisation perçue d'abord comme seulement destructrice de modèles établis et de situations acquises, un besoin de proximité se fait sentir et s'exprime de manière croissante. Ce peut être au travers des réseaux sociaux, dont on a vu le rôle et l'efficacité dans l'actualité récente. Ce peut être au travers de territoires facilitateurs de partenariats, de solidarité, de liens donc quelque part de sécurité. Des territoires qui s'organisent pour mieux résister aux contraintes et turbulences du village planétaire, et ne désespèrent pas de convaincre du bien fondé d'un autre modèle de développement durable, d'un autre type de croissance qu'ils commencent à expérimenter. D'une certaine manière, cela était déjà présent dans la revendication Vivre et travailler au pays, contemporaine des lois de 1982, mais ces dernières exprimaient surtout une remise en cause de l'État jacobin omniprésent et une forte aspiration à de nouvelles formes de démocratie. Aujourd'hui, les aspirations démocratiques sont toujours aussi fortes, sinon plus, mais le besoin de territoire doit être aussi examiné à l'aune d'un rôle qui leur est de plus en plus reconnu, celui d'acteurs incontournables de leur propre développement se substituant dans de nombreux domaines à un État de plus en plus défaillant. Une redistribution des cartes s'opère. Elle appelle dans les faits des relations nouvelles qui bousculent nos traditions centralisatrices toujours bien présentes. Les grandes lois de décentralisation du premier septennat de François Mitterrand ont engagé un processus dont le caractère inabouti nous a laissés au milieu du gué. De droite, ou de gauche, plusieurs tentatives ont été menées pour gagner l'autre rive, celle d'une république décentralisée inscrite dans le marbre constitutionnel depuis le 28 mars 2003. Nous sommes pourtant toujours loin du compte, et l'on peut même constater qu'une recentralisation rampante est à l'œuvre au travers d'un transfert croissant de compétences qui ne saurait cacher l'extrême pour ne pas dire totale dépendance financière des collectivités vis-à-vis de l'État. C'est dans ce contexte que s'inscrivent le simulacre de consultation sur la réforme des collectivités territoriales et l'adoption d'une loi particulièrement contestée. L'élection présidentielle du printemps 2012 a relancé la question. Contrairement à ce que réclament de nombreuses voix, celle-ci ne pourra être un choix binaire entre confusion légale organisée ou statu quo ante. Si le refus de la réforme recueille une large majorité dont le caractère particulièrement hétérogène n'échappe à personne, ce qu'il faut bien appeler la défense de précaré, produit une neutralisation très efficace des velléités réformatrices. Pourtant, si nous voulons moderniser nos institutions, nombreux sont ceux qui le souhaitent, il nous faudra bien faire des choix dans le millefeuille très français des collectivités que l'on continue à garnir sans jamais rien y retrancher. Des choix quantitatifs très certainement, mais aussi et peut-être surtout, par une clarification des compétences, des choix qualitatifs qui rendront plus lisible le dispositif institutionnel et conduiront les citoyens à mieux s'approprier leur territoire, à mieux participer à leur développement. Parce qu'elle réunit un potentiel démographique, économique, scientifique suffisamment conséquent qui lui permet de mettre en œuvre, en miniature, comparé à l'État, une politique cohérente, la région apparaît sans aucun doute comme un espace de proximité pertinent, un acteur majeur d'une dynamique économique et d'une pratique démocratique innovante et moderne. Sa montée en puissance ne s'est jamais démentie, et son identification par nos concitoyens a été régulièrement et majoritairement reconnue. Pour ne prendre comme seul exemple que le développement économique et l'aménagement du territoire, le décalage entre le rôle d'accompagnateur des débuts de la décentralisation et la fonction stratégique d'aujourd'hui est une évidence. Une vision prospective, contractuelle, motrice, a remplacé une seule offre de guichet. Dans la perspective de la société de la connaissance qu'il nous faut construire de manière urgente, notre futur incontournable, les territoires régionaux sont de plus en plus perçus comme les mieux adaptés pour intégrer les éléments constitutifs d'un système complexe. Un rapport récent du Parlement européen souligne que la question de l'innovation peut être traitée le plus efficacement au niveau des régions en raison de leur proximité physique. Le temps est donc venu d'atteindre l'autre rive, et pour ce faire d'engager ce qu'il est convenu d'appeler l'acte 3 de la décentralisation. Il s'agit de ratifier un état de fait,
et de reconnaître les régions comme des acteurs politiques majeurs. Ceci dans le contexte plus global d'une nécessaire évolution de la construction européenne vers le fédéralisme et d'une redéfinition des rôles dans la dynamique triangulaire Europe-État-région. Cette reconnaissance de la majorité régionale ne peut faire l'économie des enseignements tirés de 30 ans d'expérience. C'est tout l'objet de ce livre à 2 voix. Louis Mallet a exercé les fonctions de directeur général adjoint pendant le mandat 1998 à 2004. J'ai été vice-président en charge des dossiers enseignement supérieur, recherche, innovation et TIC sur les 2 mandats de 1998 à 2010. Mieux que d'analyser de manière théorique les textes et règlements régissant les collectivités territoriales, il nous a paru plus intéressant de confronter nos points de vue sur ce qui fait la pratique quotidienne de l'institution, à savoir la rencontre entre la fonction administrative et le mandat politique. Il est fort intéressant en effet de revenir sur l'exercice des compétences spécifiques et générales définies par les textes de 1982 puis complétées et modifiées au fil du temps, pour examiner l'action régionale lorsqu'elle concerne sa politique, lorsqu'elle partage une politique et la construit avec d'autres. Alors que la transversalité et la mutualisation sont justement mises en avant comme facteurs de progrès, il est fort intéressant de voir comment se construisent ou non des partenariats entre collectivités et autres acteurs institutionnels pour anticiper, partager des visions prospectives, des objectifs, construire des projets communs. Dans ces démarches plurielles, quelles sont les difficultés rencontrées par chaque partenaire dans la quête légitime d'une bonne visibilité ? Quelle gouvernance de l'institution régionale met en œuvre ces dynamiques ? C'est un sujet assez peu abordé et pourtant déterminant pour la cohérence entre le dire et le faire. En confiant au seul président élu par ses pairs la fonction exécutive, le législateur a induit des modes de fonctionnement très centralisés, où les élus du suffrage universel sont le plus souvent conduits à ratifier une politique qu'à réellement l'élaborer collectivement. L'exécutif développe une politique, mais par qui celle-ci est-elle élaborée ? Ce n'est pas la participation à des commissions consultatives, ni même la tenue d'assemblées plénières qui peuvent laisser croire qu'elle est le fruit d'une démarche réellement partagée. Enfin, point essentiel de la vie interne de la collectivité, les relations entre les services administratifs et les élus. À quelle distribution des rôles assistons-nous ? S'il est courant d'entendre qu'en situation de décision délicate à prendre le dernier mot doit revenir aux politiques, est-ce vraiment le cas ou ne constatons-nous pas beaucoup plus régulièrement que la voix des services est prépondérante ? Pourquoi ? Comment la mise en œuvre des textes fondateurs de la décentralisation, certes inachevée, génère-t-elle des comportements qui ne donnent pas à une accumulation de grandes compétences doublée d'un indéniable dévouement à la chose publique les meilleures conditions de respiration ? Aux côtés d'une clarification des compétences et d'une définition des outils financiers nécessaires à leur mise en œuvre, l'acte 3 de la décentralisation doit aussi modifier en profondeur les modalités de gouvernance. Les nouvelles institutions ne développeront la pleine mesure de leurs atouts qu'en se remettant profondément en cause aussi bien dans leur vie interne que dans leurs relations avec leurs partenaires. Il y a urgence. Pour se donner les moyens de retrouver le plus tôt possible dans le domaine économique et du développement les chemins de la croissance et de la compétitivité, mais aussi et peut-être surtout de réintégrer dans la vie sociale de la cité tous ceux qui ne faisant plus confiance à la politique et à ses acteurs s'en détournent. Faire des choses passionnantes mais dans la douleur. Par Louis Mallet. Ayant exercé pendant un mandat de 6 ans les fonctions de directeur général adjoint des services d'une région, après et allant diverses fonctions de responsabilité dans les sphères privées et publiques, le désir de revenir sur cette période s'explique par une insatisfaction. L'envie d'écrire sur la vie et l'avenir des collectivités territoriales est née pour moi d'une double constatation, paradoxale, mais que j'ai partagée avec un grand nombre de personnes de tous bords et de toutes cultures. Les régions sont des institutions dans lesquelles on fait beaucoup de choses passionnantes, mais on les a faites dans la douleur. La première constatation est que les collectivités, en l'occurrence les régions, puisque mon expérience personnelle se limite à elles, sont des lieux où on conçoit, où on décide, où on réalise. La liste des domaines et modalités d'intervention, la somme des décisions, le total des actions menées au cours d'un mandat sont réellement considérables.
Les conseils régionaux sont des endroits où il se passe quelque chose, à travers un foisonnement de contacts, de réflexions, d'actions, souvent désordonnées mais qui au total apportent un plus incontestable à l'action publique. Il faut s'expliquer sur cette idée générale. Les régions font d'abord beaucoup de choses au regard de ce que fait aujourd'hui l'État. Ce dernier, pour des raisons budgétaires, mais aussi pour des raisons de routine, n'est plus un lieu de développement de l'innovation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.